Faut-il arrêter d'investir en 2023, que ça soit dans la bourse, dans l'immobilier, à cause de mauvaises conditions économiques ou même des tensions géopolitiques qui persistent? Je vais te dire pourquoi il faut arrêter d'investir, mais également les raisons de continuer et ma réaction face à tout ça. Oui, il faut arrêter d'investir car il y a énormément de facteurs qui peuvent te pousser à choisir ce choix-là et ils ne sont pas des moindres. Premièrement, c'est bien évidemment les tensions géopolitiques, comme on l'a vu, elles commencent à se multiplier et ce n'est pas en s'arrangeant. Premièrement, on a l'Ukraine et la Russie, comme tu t'en doutes, mais deuxièmement, on a aussi la Chine et les États-Unis depuis la nuit des temps qui se font la guerre et malheureusement, ce n'est pas prêt de s'atténuer, surtout que la Chine monte de plus en plus d'offensives vers Taïwan et donc ça peut risquer de créer de nouvelles tensions à l'avenir si celle-ci décide de passer à l'action, ou même la Corée du Nord qui continue depuis très longtemps à faire des menaces, que ce soit à la Corée du Sud ou vers le Japon, avec des missiles. Donc, on voit très bien qu'il y a une escalade au niveau de la tension géopolitique qui se répercute directement sur les marchés financiers. Mais outre cela, on a également des pays qui veulent renverser le système actuel, notamment les BRICS. Donc, on a le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et South Africa, donc l'Afrique du Sud, qui mettent en place des nouvelles politiques pour essayer de destituer le dollar. Par exemple, ils aimeraient avoir une monnaie commune à ces pays-là. On voit qu'ils ont fait différents mouvements financiers ou même politiques qui vont en effet pour essayer de les avantager eux et non pas les Américains et les Occidentaux. Et en plus de cela, si on prend en compte que le PIB des BRICS a dépassé celui du G20 récemment, et bien évidemment, ça peut poser problème et on peut se douter qu'à l'avenir, ils vont certainement avoir un rôle très important à jouer qui pourrait venir contrebalancer les plans ceux établis depuis des années. En plus de tout cela, on a une mauvaise condition économique à l'heure actuelle avec une inflation qui atteint des taux records avec 4,8% à l'heure actuelle où je vous parle. En plus de cela, on a un record historique et la Banque centrale n'arrive pas forcément à revenir à hauteur des 2%. Alors certes, on est bien loin des 6% qu'on a connus en octobre 2022, mais ce n'est pas pour ça que l'inflation est si basse que ça, et surtout, elle baisse, mais elle remonte de temps en temps, ce qui peut nous faire dire qu'elle va mettre plus de temps que prévu à revenir à des taux normaux, c'est-à-dire entre 1 et 3% par an. Évidemment, lié à cette inflation, les banques centrales ont dû prendre des décisions, notamment d'augmenter les taux directeurs qui sont à l'heure actuelle extrêmement élevés et qui sont au plus haut des dernières années, ce qui forcément ne facilite ni l'accès au crédit, ni les entreprises, ni également les particuliers. Pourquoi? Parce que l'immobilier, du coup, va coûter bien plus cher. Là où à l'époque, sur un crédit immobilier, on avait des taux d'intérêt d'environ 1,5%, aujourd'hui, ils peuvent monter carrément à 4%, ce qui est juste énorme en fait pour une personne. Et ça va représenter une différence de remboursement d'allant de plusieurs dizaines à plusieurs centaines de milliers d'euros, ce qui forcément va limiter en fait la capacité des gens à acheter leur résidence principale ou des maisons ou même des biens locatifs, ce qui est en train de faire baisser actuellement l'immobilier et pourquoi pas peut-être une bulle immobilière qui est sur le point d'éclater, même si cela, on ne le prédit jamais. Et enfin, ajouté à cela, avec la pandémie de 2020, on a énormément de pays qui étaient déjà endettés à la base, qui ont continué de se surendetter. Avec le Japon, on a notamment la France, etc. Tous des pays qui dépassent le 100% d'endettement par rapport à leur PIB. Et les causes à cela, elles sont très simples, c'est qu'un jour, il faudra rembourser cet argent. On ne sait pas quand, comme avec l'histoire des États-Unis qui repoussent le plafond de la dette chaque année parce que, en fait, ils ne savent pas rembourser leurs dettes. Et un jour, il faudra bien trouver la solution. Alors, soit on efface toutes les dettes et on repart à zéro, soit on rentre dans une grosse crise économique et avec des problèmes majeurs cette fois-ci à régler. Et donc, forcément, autour de cela peut se construire une éventuelle bulle économique puisqu'en fait, on alimente l'économie, on alimente l'engrenage avec de l'essence qu'on ne possède pas, ici de l'argent du coup, en l'imprimant en masse et en le redistribuant sur les marchés. Sauf que le problème, c'est que si un jour on a besoin de rendre cet argent-là, comme je l'ai dit au niveau de l'endettement des pays, ça va être extrêmement compliqué. Et enfin, on a un avenir incertain. J'aime bien un certain auteur qui s'appelle Serge Latouche, donc qui a écrit un livre en 2019 qui s'appelle La décroissance et qui est extrêmement intéressant quant à l'avenir de l'économie. Donc il nous dit dans son ouvrage qu'on a un avenir qui risque de poser d'énormément de problèmes, notamment à la fois d'allier économie et économie, car comme on le sait, on ne peut pas aller à 100% soit dans l'écologie et du coup ce qui empêcherait l'économie d'accélérer. Et si on va à 100% dans l'économie et le système capitaliste actuel, on risque de sacrifier totalement l'écologie. Donc il faudra trouver un juste milieu, à la fois réduire le potentiel économique et à la fois réduire le potentiel environnemental, car ça va être impossible en fait à long terme de privilégier l'un à l'autre. Mais en plus de cela, dans son livre, il nous dit que la possibilité d'une croissance infinie est certainement limitée. On voit des marchés financiers qui ne cessent d'augmenter, de toucher des plus hauts historiques,
d'année en année, des actions qui montent et également aussi des nouvelles tendances émergentes. Et ça, il le dit, il pense que ça va être impossible dans le long terme de toucher en fait une croissance infinie et qui risque d'avoir un point de bascule où la croissance risque soit de s'arrêter, de diminuer, voire pire, de chuter. Et donc, il nous pose la question tout simplement, est-ce que notre mode de consommation est-il encore viable à l'heure actuelle? Et est-ce que, en fait, cette économie-là ne va pas subir de gros changements dans les années futures à cause de son mode de fonctionnement qui ne répond peut-être plus, en fait, aux besoins actuels et surtout aux problématiques que l'on peut avoir à l'heure d'aujourd'hui. Mais non, il ne faut pas arrêter d'investir, même si les prétextes d'arrêter dès maintenant sont bien nombreux, ne le fais pas avant d'avoir pris en compte toutes les raisons qui pourraient te pousser à continuer. Si tu as fait de l'économie un minimum, tu connais certainement la théorie de la destruction créative de Joseph Schopenhauer. C'est ce qu'on va voir dès maintenant qui pourrait t'inciter en fait à continuer tes investissements. Premièrement, ce que nous dit Schopenhauer, c'est qu'en fait l'économie n'est qu'un cycle perpétuel de hausse et de baisse, d'expansion et de crise. On a pu le remarquer par le passé. On a connu de nombreuses crises et pourtant l'économie s'est toujours reprise. Et en fait, si on dézoome un peu les graphiques, on voit une sorte de montagne russe à la hausse. C'est-à-dire que oui, il y a des phases où on a connu une expansion florissante à la fois de la bourse, des marchés financiers, des emplois, des entreprises, et à la fois on a connu des situations de crise, donc des petites baisses, avant de repartir en période d'expansion. C'est ce qu'on appelle simplement des cycles économiques. Ils existent quasiment depuis la nuit des temps, mais n'ont cessé d'évoluer à la hausse, et ça c'est un point important à garder en tête. Deuxièmement, c'est que les entrepreneurs aident au développement de cette économie-là, et pourtant il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui essayent de créer des choses. À l'époque où il y a 50, 100 ans, il fallait des dizaines, voire des centaines d'euros pour entreprendre et des bons contacts. Aujourd'hui, tout le monde peut lancer un premier business, le développer par la suite, et le marché est florissant de nouvelles personnes ambitieuses qui souhaitent créer des choses. Et ça, forcément, ça ne peut que aider à la croissance d'un pays et d'une économie, puisqu'on va venir ajouter des concurrents, des innovations, mais surtout on va stimuler le marché encore plus vite. Et c'est d'ailleurs ce que nous dit Schopenhauer avec l'innovation, qu'elle nous permet de booster, mais surtout de perturber le marché établi, le permettant de l'accélérer, de le changer de direction vers le bien ou le mal, ça seul l'avenir nous le dira, mais surtout que c'est un élément essentiel au capitalisme, et c'est grâce à ce fonctionnement de destruction et de création que le capitalisme continuera de survivre, à la fois par les cycles économiques, les innovations et les entrepreneurs qui aident en fait à son bon développement. Mais il faut prendre également que ce n'est pas non plus la pire situation économique qu'on a jamais connue. On a eu les 2 guerres mondiales qui ont créé et dévasté des pays entiers, à la fois économiquement, à la fois sociétalement parlant et à la fois gouvernementalement parlant. Pourtant, on s'en est bien remis. Certes, ça ne se fait pas du jour au lendemain. On a eu également la Grande Dépression de 1929 aux États-Unis qui a ensuite touché le monde entier avec une bourse qui s'effondre, également une crise sans précédent avec des pertes d'emplois massives, etc. On s'en est remis également. On a eu la crise de Cuba en 1962. Certes, il n'y a pas eu une grande crise à ce niveau-là, au niveau des marchés financiers sur du moyen à long terme, mais je peux te dire que si tu étais né dans ces périodes-là, tu as dû avoir extrêmement peur si tu avais les informations, parce qu'en espace de seulement 10 jours, on était à rien de basculer dans une guerre nucléaire qui aurait pu totalement ravager l'économie et puis le monde entier si ça s'était déclenché. On a eu également d'autres crises, comme la crise de 2008, où on a annoncé la fin de l'économie actuelle et la fin de la croissance et surtout du capitalisme, qui a été encore une fois totalement faux. Pareil avec la pandémie de 2020, on a cru que ça allait être le dernier virus sur Terre. Pourtant, encore une fois, c'était totalement faux et on a réussi à s'en sortir. Même si on a encore actuellement certaines séquelles de celle-ci, évidemment, ça ne part pas du jour au lendemain. Et en plus de cela, l'économie à l'heure actuelle n'est pas si mauvaise que ça. Si on prend par exemple le SP500 depuis le 1er janvier, augmente quant à lui de 17%, le Bitcoin depuis le 1er janvier augmente de 54%, et l'inflation quant à elle baisse de 1,2%, passant du coup de 6% à 4,8% depuis le début de l'année, ce qui est quand même assez minime, on va pas se mentir, on est loin des 2%, mais qui reste quand même significatif, et en plus de cela, en bonne voie pour atteindre justement ces objectifs. Et enfin, selon moi, le dernier argument sera un potentiel de croissance élevé. On voit une évolution dans les innovations qui s'accélèrent, notamment autour de l'IA qui vient d'arriver aujourd'hui, qui va certainement rabattre toutes les cartes du jeu, à la fois économiques et du travail à long terme. Donc évidemment, ce n'est pas les seules innovations qui vont arriver dans le futur. Et ces innovations, comme dit Schopenhauer, sont le moteur même de la croissance et de l'évolution du marché et du capitalisme.
Donc selon moi, ça va forcément jouer une part importante. C'est d'ailleurs pour ça qu'Apple continue en fait d'augmenter en bourse. S'ils seraient restés à leur tout premier iPhone, tu t'en doutes qu'ils n'auraient pas la capitalisation actuelle, mais c'est bien le fait d'innover, de sortir de nouveaux produits et même de rénover leur iPhone qui va leur permettre tout simplement de continuer de croître et d'accroître leurs ventes. Eh bien, ça sera la même chose à long terme sur d'autres technologies ou simplement des entreprises qui continuent d'évoluer et de s'améliorer. Mais maintenant, je vais te partager mon avis sur le sujet et te dire exactement quelles actions je mets en place par rapport à cette problématique. Premièrement, oui, je continue d'investir à l'heure actuelle, c'est-à-dire que j'investis à la fois en bourse, un petit peu en crypto-monnaie et je compte même investir en immobilier. Pour moi, je ne vois pas la fin de l'économie comme elle l'est dans les prochains mois, voire les prochaines années. Pourquoi? Parce que j'estime qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Oui, le système n'est peut-être pas parfait, mais c'est le meilleur système qu'on a trouvé à l'heure actuelle qui fonctionne pour le monde entier. Et surtout, il reste encore plein d'opportunités et d'évolution pour le système. Selon moi, on est encore une fois que dans un cycle de crise baissier, voire peut-être même de récession. Mais comme le dit Schopenhauer et comme le passé nous l'a prouvé, ce n'est que des cycles économiques et celui de l'expansion risque d'arriver très prochainement. Et puis, même si la fin de l'économie devait arriver, eh bien, qu'est-ce que ça voudrait dire? Que l'argent ne vaut absolument rien. Donc, qu'il soit sur un livret A ou en bourse, ça reviendrait à la même chose puisque celui-ci serait de somme nulle si l'économie s'écroulerait dès demain. Donc, je préfère prendre le risque, entre guillemets, que l'économie s'écroule et investir en bourse parce que dans tous les cas, je n'aurais rien gagné. Mais si dans 40 ans, l'économie est toujours présente, la différence, c'est que d'un côté, j'aurai mon argent sur un livret A qui serait très faible et de l'autre, j'aurais fait travailler mon argent sur de la bourse qui m'aura permis de développer un patrimoine à 5 ou 6 chiffres très facilement. Par contre, en effet, ce n'est pas pour ça que je n'ai pas ajusté mes actions. Premièrement, j'ai dédié une stratégie spécifique lors des expansions et lors des crises, parce que ça va me permettre de saisir les meilleures opportunités au meilleur moment, de savoir aussi ajuster pour éviter à la fois le FOMO, mais aussi la peur et de revendre dans la précipitation. Et l'objectif, c'est que j'investisse dans des entreprises qui sont encore là dans les 100 prochaines années. Comme je t'ai cité tout à l'heure, ça peut être des entreprises à la fois qui ont fait leurs preuves. Johnson & Johnson, par exemple, existe depuis les années 1980, Coca-Cola également. Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui sont là depuis extrêmement longtemps, qui, on ne sait pas comment vont réagir à l'avenir, mais qui ont plus de chances que la toute dernière startup de rester pour les 100 prochaines années. Et forcément, c'est un gage de sécurité pour l'investisseur. Et d'ailleurs, j'utilise massivement la théorie de l'investissement contracyclique, c'est-à-dire qu'en fait, on va acheter massivement quand c'est au plus bas, là où les personnes ont peur. Je ne te dis pas d'acheter n'importe quoi sous prétexte que le prix est plus faible qu'il y a un an, mais on va pouvoir saisir des opportunités durant ces périodes de crise et de récession pour acheter des actions qui sont censées valoir beaucoup plus, mais tellement le marché est apeuré, ils les vendent en masse qui font baisser leur prix intrinsèquement à un instant T, mais sur le long terme, il y a de grandes chances justement, si tu les achètes à ce moment-là, de réaliser une très belle opération. C'est ce qu'on a vu pendant la crise en mars 2020 où certains titres ont perdu 10, 20, 30, 40% et ont remonté très rapidement juste après pour en fait bénéficier aux investisseurs qui ont su repérer l'opportunité. Mais également, ça va être une opportunité pour toi de repérer des nouveaux challengers. C'est notamment dans ces périodes-là de crise que de nouvelles entreprises se créent, ou même de très connues à l'heure actuelle se sont créées en temps de crise, qui ont permis de concurrencer des leaders qui se sont retrouvés dans le mal à cause de cette crise. Et justement, ces challengers ont pu voir le jour, montrer et apporter une nouvelle solution qui n'existait pas par le passé. Notamment, par exemple, le Bitcoin était un challenger par rapport à la finance traditionnelle qui est apparue durant les crises. On peut avoir ça également dans un secteur, dans une niche ou même sur la bourse en général. Donc, c'est un bon moment aussi pour analyser différentes opportunités qui s'offrent à toi, à la fois en termes de prix, à la fois en termes de nouveautés et à la fois aussi en termes du coup de rendement sur dividende, puisque c'est dans ces périodes-là que le dividende sera le plus élevé de manière générale s'il ne baisse pas. D'ailleurs, je t'ai fait une vidéo où je t'explique mes 3 actions secrètes que je préfère en 2023. Si tu veux les découvrir, je t'explique tout dans cette vidéo. On se retrouve juste derrière. À tout de suite, c'était Maxime.